Et oui, notre invité témoin du jour est une personnalité, quelqu'un que vous connaissez très bien parce qu'elle brille de par son talent. Elle est écrivaine et journaliste ivoirienne. Elle est aussi présidente du réseau des femmes journalistes et des professionnels de la communication de Côte d'Ivoire. Elle, son nom, c'est Agnès Crédit. Agnès Crédit, un visage connu. Merci. Merci de vous asseoir, de vous installer. Merci beaucoup, public de ce midi. On se croirait quand même à l'émission du vendredi, hein? Wow. L'émission spéciale où on honore nos invités. Elle y est déjà passée. On l'a honorée, ça a été une superbe émission. Et aujourd'hui, on la reçoit dans le cadre de son témoignage, Le cancer de sein me fout les boules. C'est l'intitulé donc de ce thème. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour Caroline, bonjour à vous, chers amis. Bonjour. Et justement... Bonjour chaleureux public de ce midi. Merci beaucoup. Je le disais, quand on vous regarde... Bonjour téléspectateurs. Oui, quand même, c'est grâce à eux que nous sommes là d'ailleurs, non Caroline? Tout à fait. Voilà, bonjour. Téléspectateurs de ce midi, je ne sais pas si vous pouvez répondre, mais Agnès Crédit vous salue. Je vous salue. N'est-ce pas? Et voilà, je reviens à ce que je disais, quand on vous regarde, difficile d'imaginer que vous avez été atteinte du cancer. Quand on regarde l'énergie dont vous débordez, l'énergie, la débauche d'énergie que vous dégagez, votre caractère, votre personnalité, et je me dis, le cancer ne fait exception de personne. Oui, mais absolument. Heureusement qu'on a un vulganisateur ou un quoi? Un vulgaire quoi? C'est nous en même temps là. Bon, enfin bref. Non, c'est vrai que... Là, vous voyez, Caroline, là, j'ai mis un châle rose parce que c'est le mois d'octobre. Le mois d'octobre. Et c'est donc le mois octobre rose, donc un mois qui est donc consacré à la sensibilisation sur le cancer du sein, à l'information sur le cancer du sein et à la circulation donc à la fois de... On va dire des différents messages de sensibilisation autour du cancer du sein. Donc, alors, oui. Mais justement, je veux dire, comment est-ce que vous apprenez que vous avez le cancer? Mais déjà, donc, par un réflexe, ce qu'on appelle donc l'autopalpation. Mais je disais aussi, en aparté à une amie tout à l'heure, qu'une troisième main peut toujours aider à palper les seins. Parce qu'en général, on se palpe les seins soi-même, mais il y a des hommes qui palpent aussi les seins des femmes, je pense. Hein, c'est une femme mariée, donc voilà. Donc, ça ne vous dit rien? Et les bébés aussi. Oui, mais eux, ils têtent plutôt une femme. Parfois, ils s'y tiennent. Tu as été bébé Tu as été bébé un jour ou tu parles de je pense toi? que par moment... Tu parles de toi maintenant? Oui, par moment, je pense que je tenais un peu le sein de maman. Et maintenant, tu fais quoi? Ah non, je fais plus ça. Moi, très bien. Bref, donc toujours être... Donc voilà. Donc par autopalpation, donc c'est un geste qui est donc censé être fait tous les mois par des femmes pour repérer des corps étrangers dans les seins. Alors, on tombe sur une boule. Ça, c'est quand on a l'information. Quand on a l'information, quand on sait comment on fait, je peux faire une démonstration, mais la télé est là, la prochaine fois je le ferai. Je vais vous montrer comment on fait pour palper les seins. Et donc, on cherche une manière de le faire. On fait tourner dans le sens d'une montre, donc ses doigts sur sa glande mammaire, et on recherche un corps étranger. Et quand on le repère, on ne panique pas parce qu'une présence étrangère dans son corps, ce n'est pas forcément une maladie. Ouais. Ça peut être une déformation, ça peut être un petit couac physique ou physiologique. Et là, on va voir donc son gynécologue ou sa gynécologue qui vous met donc dans un processus d'examen et de vérification donc, de différentes analyses. Et puis, on aboutit à une confirmation ou à une infirmation. Dans mon cas, ça a été confirmé. J'avais donc un cancer du sein, ça m'a foutu les boules. Et vous apprenez la nouvelle, comment est-ce que vous vous comportez, comment est-ce que vous réagissez? Alors, j'apprends la nouvelle, nous sommes un lundi matin, je suis devant mon médecin à Fraternité Matin, et puis elle l'analyse, elle l'ouvre, et puis elle me dit, elle commence à tourner, donc à hésiter, parce que là, tout d'un coup, on avait perdu, il y a quelques années déjà, une de nos collègues à Fraternité Matin du cancer du sein. Donc, j'étais la deuxième personne victime donc, du cancer du sein dans mon entreprise. Et là, tout d'un coup, la panique chez le médecin qui, elle, se disait comment faire pour que ça n'arrive plus. Alors, je la pousse, je la titille, elle hésite et puis elle finit par m'annoncer donc cette nouvelle et puis en me disant tout de suite, écoute, on va déclencher un processus de prise en charge médicale en passant par une chirurgie.
On va donc t'enlever le sein, passer par une mastectomie. Je lui dis, écoute, on va pas courir. Prenons le temps de cerner la boule pour voir à quel niveau elle est. Parce que c'est vrai que une boule dans le sein, ce n'est pas forcément un sein entier qu'on enlève. Il y a des femmes qui subissent des mastectomies. Moi, j'ai subi une chirurgie pour juste retirer la boule et ensuite, j'ai donc enclenché un processus de suivi avec la radiothérapie et donc aujourd'hui, je suis donc en surveillance médicale. Mais justement, en sachant qu'ici, on n'a pas encore de centre de radiothérapie, où est-ce que ça s'est passé dans votre cas? Ça s'est passé à l'étranger. Alors, heureusement, on a un centre qui est en construction. Je pense qu'en 2017, il sera disponible. Je crois qu'il sera donc enfin disponible. Il y a des pays voisins comme le Ghana qui ont le centre de radiothérapie. Il y en a qui vont en Tunisie, au Maroc. J'ai eu la chance d'avoir bénéficié d'une prise en charge de la présidence du président de la République. Donc, je suis parti en France pour faire donc ma chirurgie et ma radiothérapie. Mais je dis tout de suite, on me dira, oui, elle parle, elle fait bouche parce qu'elle est là en France, se fait soigner. Non, 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 non. Je fais bouche parce que je suis en vie. Merci. Je parle parce que je suis en vie. Oui. Et je précise, je donne toujours un exemple, le cas de Steve Jobs, le fondateur de Apple, que vous connaissez tous. Il avait un cancer du rein. Steve Jobs est mort d'un cancer. Pourtant, il est américain. Il est multimilliardaire. Il vit aux États-Unis. Tout à fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a été diagnostiqué du cancer, il a refusé de se faire opérer. Il est rentré dans une phase de prise en charge liée à son alimentation, à certaines de ses croyances. Et quand un an après, il s'est donné de manière disponible à la science pour se faire prendre en charge, il était métastasé. Donc, il ne s'agit pas de dire, elle parle parce qu'elle a eu les millions pour aller en France. Non, il s'agit de te dire simplement, ça a été détecté tôt. Ça a été détecté tôt, donc ça a été pris en main et ça a été soigné. Et donc, je peux me dire que je suis guéri ou presque guéri. Donc, le cancer... Vous dites des choses intéressantes, mais difficile de vous arrêter. Oui, je sais, mais je m'arrête. Tellement important. Donc, je m'arrête de moi-même. Je m'arrête de moi-même. N'est-ce pas? Justement, parce que le cancer a été très vite et très tôt détecté. On a remarqué quand même qu'il y a aussi des cas de femmes qui constatent qu'il y a une boule, mais qui sous-estiment la boule. Et après, on arrive à la phase 2, à la phase 3 et à la phase 4. Et là, c'est très, très compliqué de pouvoir trouver des solutions. Oui, et les chiffres en Côte d'Ivoire sont assez parlants. Le programme national de lutte contre le cancer, qui est donc coordonné par le professeur Innocent Adoubi, nous dit que tous les ans en Côte d'Ivoire, c'est entre 12 000 et 15 000 nouveaux cas de cancer de sein déclarés. Mais quand on dit déclarés, c'est que ce sont celles qui ont été à l'hôpital. C'est ça. Donc, imaginons dans nos villages, dans nos campements, le nombre de femmes qui se taisent et qui ne savent même pas reconnaître un signe de cancer parce qu'elles ne sont pas informées, parce qu'elles ne sont pas renseignées sur cette pathologie. Donc, il y en a certainement plus que les 12 000 ou 15 000, peut-être 2 fois, peut-être 3 fois plus. Mais le pire, ce n'est pas le nombre. Le pire, c'est comment elles arrivent à 90% en situation de prise en charge tardive à l'hôpital. Donc, du coup, il est évident que la terre va les accueillir très, très vite. C'est pour ça qu'on dit que le cancer tue. Effectivement, il tue. Il peut tuer. Quelle a été la réaction de votre famille? Parce que c'est une maladie assez grave. Peut-être que vous avez la carrure nécessaire pour faire face, pour être, j'allais dire, pas dur, mais parce que vous avez un certain mental que vous vous êtes forgé. Mais autour de vous, comment est-ce que les gens réagissent quand ils savent que vous avez le cancer? Les médecins vous disent, la situation la plus délicate quand on vous annonce une telle nouvelle, c'est comment l'annoncer à sa famille, comment dire à sa fille, comment dire à son homme, comment dire à sa mère qu'on a ça. Moi, ma fille, qui à l'époque avait 14 ans, était à côté de moi quand on est parti voir le médecin. Donc, elle était informée. Donc, elle m'a accompagnée dans tout le processus d'information par rapport à la pathologie. Mon compagnon, évidemment, aussi. C'est à dessein. Hein? À dessein. À dessein, parce que je crois que la meilleure manière de transmettre le positif de la vie aux gens, c'est de dire, je ne te cache pas, je te dis, voilà la situation, voilà le cancer, sans rentrer dans l'aspect dramatique des choses, mais ne pas cacher forcément. Donc, elle était au courant parce qu'on vit au quotidien ensemble. Ma mère qui est au village, par contre, je ne lui ai pas dit. Je ne lui ai pas dit parce qu'aucune mère ne met un enfant au monde pour qu'elle ait l'assurance que demain, l'enfant va partir pour la laisser. Dans ce cas, et en général, on a toujours du mal à perdre un enfant avant soi. Et donc, je ne lui ai pas dit. J'avais dit à ma soeur, qui n'a pas pu se taire, qui le lui a dit. Mais elle l'a su et elle me l'a caché, ma mère. Donc, c'est quand mon livre a été écrit en mars 2015, quand il devait paraître, que j'étais obligée de dire, il faut que je l'annonce à ma mère. Et au moment où je vais lui annoncer, elle me dit, quand tu parles du cancer, mais je le sais que tu as le cancer. Je dis, mais comment tu as fait pour supporter sans que tu me saches? Non, mais écoute, j'ai la foi en Dieu, c'est tout ce que Dieu fait. Voilà. Ces deux familles, je suppose. Justement, voilà. Parlant du livre « Tu me fous les boules », un titre assez accrocheur. Mais en même temps, on regarde le titre et puis on se dit, mais Agnès Crédy, c'est une intellectuelle, Agnès Crédy, c'est une journaliste de talent et d'expérience. Pourquoi un titre dans un langage aussi familier? Parce que le cancer nous devient familier. On peut parler de cancer sans forcément employer le vocabulaire des médecins, qui est par moments rébarbatif.
et qu'on peut parler du cancer en simplifiant les choses, on peut parler du cancer dans le langage le plus courant possible pour justement rapprocher cette pathologie des gens et pouvoir en parler de manière simple. Tu me fous les boules parce que le cancer du sein, ce sont des boules dans le sein. Donc déjà, on peut imaginer que je n'ai pas besoin de me faire gonfler les seins par la pompe à air de mon frère, de philo pour avoir des boules. Donc déjà, les boules, on les a physiquement parce qu'on a un cancer du sein. Au-delà de la boule physique qu'on a, le cancer du sein, personne ne le prévoit d'avoir un cancer dans sa vie. Donc, c'est quelque chose qui vous tombe là-dessus, donc qui vous contrarie l'existence. Vous vous dites, mais comment je vais faire? Combien de temps il me reste à vivre? Et comment je vais même vivre d'ailleurs? Donc, vous êtes contrarié psychologiquement et moralement. Donc, ça vous fout les boules mentalement. Donc, c'est à la fois tous ces types de boules-là qui se réunissent dans ces boules et qui sont adressées au cancer, à qui je dis, en gros, sors de mon corps. En même temps, tu me fous les boules, c'est... J'ai été quand même impressionnée par la façon dont vous personnifiez le cancer. Et vous lui parlez comme s'il s'agissait d'un homme qui était en face de vous, de quelqu'un que vous voyez. Tu penses à un homme, tu penses à une femme aussi. Et aussi le titre au masculin. Au présent, oui. Comme si vous aviez encore toujours le cancer alors que vous êtes déjà guéri. Donc tu voulais que j'écrive, tu m'as foutu les boules. Voilà, tu m'as foutu les boules là, au moins on veut dire que c'est déjà passé. Mais non, c'est passé, mais je suis en surveillance. Donc, tu es obligé d'être dans la vigilance en permanence. Parce qu'en fait, l'idée de tu me fous les boules, c'est qu'au-delà même du passé, qui n'est pas si passé, c'est qu'en fait, quand on a eu un cancer du sein ou quand on a un cancer du sein, quand on est en surveillance, c'est d'avoir une vie qui soit plus élitiste et plus sélective. Donc, je dis, tu l'intègres tout le temps. Je dis, si tu ne m'apportes rien, je ne te parle plus. En gros, je ne fréquente que des gens intelligents désormais. Comme toi. Hein? Voilà. Je ne perds pas mon temps. Justement, la surveillance dont vous parlez, comment est-ce qu'elle se définit? Mais la surveillance, c'est déjà une vie que je mène de manière très saine. Comme je dis, je ne fréquente que les gens intelligents. Donc, les gens qui m'apportent quelque chose, qui me nourrissent l'esprit, pas qui m'empoisonnent l'existence. Parce qu'on n'a pas ce temps. Ça requiert aussi une certaine alimentation. Voilà. Oui, et puis après, je me nourris sainement. Je veux dire, je ne mange pas dehors, comme on dit. Je me méfie de ce qui est fait dehors, parce que le contrôle n'est pas le même que ce qui est fait à la maison. Même à la maison, je suis dans l'alimentation qui est bio. Je mange très peu de conserves. Je préfère aller au marché Gourou acheter mes légumes et mes fruits pour les manger. C'est sain et c'est bio. Et puis, éviter de manger trop gras, éviter de manger trop salé, éviter de manger trop de bouillon de cuisine, éviter de manger trop de choses. Mais manger toujours la même chose. Je veux dire, manger du bon poisson, un bon maquereau, manger de la tique. Je mange ce que tout le monde mange, mais sauf que je suis plus exigeante. Et beaucoup plus de sport. Et puis beaucoup de sport. Surtout beaucoup de sport. Pas le sport des paresseux qu'ils font dans la chambre. pas Alors, sport. Agnès Crédy, oui, j'imagine que votre œuvre a valeur de soutien psychologique. Alors, il y a un volet qu'il ne faut pas oublier, c'est le volet de l'accompagnement social. Tout à fait. Vous avez eu la chance, le privilège d'être soutenu par une aide présidentielle, ce qui n'est pas le cas de plusieurs femmes qui sont dans diverses fortunes. Alors, quand vous êtes dans cette démarche de sensibilisation, qu'est-ce que vous leur dites à ces femmes qui ne peuvent pas forcément bénéficier d'un traitement de chirurgie, radiothérapie, ou d'hormonothérapie, ou de chimiothérapie, ou de thérapie ciblée? Vous voyez la différence entre ce grand sachant, ce scientifique et moi, c'est que moi je parle en tant que personne ayant vécu ou vivant avec. Lui il parle en tant que théoricien, donc il a tous les jolis mots. Chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie, chirurgie, bref. Oui, c'est vrai, ça coûte cher le cancer. C'est pour ça que faisons en sorte de ne pas l'avoir. Faisons en sorte, quand on l'a, de le détecter tôt. Je reviens, c'est pour ça que je donne toujours... Commençons par ne pas l'avoir. Comment ne pas l'avoir? Face à mon exemple, je mets toujours en balance celui de Steve Jobs. Quand je dis, il était milliardaire, il était américain, il vivait dans le pays où la science est le plus évoluée au monde, où la médecine a le plus de potentialité technique au monde. Il est mort de cancer. C'est de l'argent pour un cancer du pancréas. Ça revient quoi? Ça revient à quoi? Non, ça revient, mais c'est la prise en charge tardive qui est mortelle. Le cancer, c'est ça, le danger. Ça tue, mais ça tue encore plus quand on y est pris, ça met très tardivement. Est-ce qu'on peut éviter? On peut anticiper? Non, l'éviter, non. C'est un cancer, le cancer du col de l'utérus, on peut peut-être l'éviter. Il y a peut-être des gestes quotidiens à faire et à suivre. Le cancer du sein, on ne peut pas l'éviter parce qu'on ne connaît pas les causes. Il n'y a que des facteurs. On vous dit les facteurs, c'est la ménopause tardive. Effectivement, une femme qui commence ses menstrues très jeune et qui a tardivement sa ménopause produit toujours ce qui la rend femme, donc qui l'expose au cancer du sein. Parce que nous sommes atteints du cancer du sein parce que nous sommes des femmes. À partir du moment où je produis des hormones féminines, je suis exposé au cancer du sein. Donc, il y a seulement 1% des hommes qui sont atteints de cette maladie. Je ne sais pas pourquoi ils font d'ailleurs avec ça. Donc, il y a ça. Deuxième chose, on vous dit... J'adore. On vous dit... J'adore ce sens de l'humour. Allons-y pour les facteurs. On vous dit, il y a cette vie sédentaire que nous menons. Là, vous êtes en studio, vous passez toute votre vie assis dans votre voiture climatisée, dans les studios climatisés, dans les maisons climatisées. Vous ne faites pas de sport. On mange trop gras.
Ouais. On mange trop gras. Et puis on met C'est des l'argent ici. facteurs. On met l'argent ici aussi. Ça, non, ça n'a rien à voir, ça. Ça, c'est parce qu'on ne sait pas où il y a un compte en banque qu'on met l'argent dans le portefeuille, ça n'a rien à voir. Et donc, on mange trop gras. On fume. On boit. Ça, c'est pour les enfants, hein, les filles, les jeunes. Ça fait brancher, mais c'est dangereux. Vous avez compris? Ça fait brancher de fumer, ça fait civiliser de boire avec des amis, de fumer, mais c'est dangereux, c'est des facteurs cancérigènes. C'est pas bon. Votre livre est sorti le 4 mars. Oui, tout à fait. Ça fait Absolument. aujourd'hui 7 mois. Oui. Alors, ce que je veux savoir, est-ce que vous avez de bons retours? Est-ce que vous pensez que votre livre a... Est-ce que vous avez... J'ai l'impression. Je me fais genre... On dit pas chez les gens qui t'arrangent, donc je m'asseye avec une tonne. Waouh. Pourquoi les gens même? Voilà. Elle ne vit qu'avec des gens qui sont... Voilà, qui sont prêts. Est-ce que vous sentez que les choses bougent depuis votre témoignage? Oui. Déjà, le livre est paru, vous dites 5 000 exemplaires tirés au mois de mars. Aujourd'hui, le stock est épuisé. Je passe à une deuxième édition. Beaucoup d'entreprises en Côte d'Ivoire ont offert ce livre en cadeau pour la fête des mères aux femmes. Je n'ose pas les citer pour ne pas faire la publicité, mais je leur dis merci. Est-ce que vous vous adressez aussi aux femmes qui ne savent pas lire? À elles, je parle. À elles, je parle. Comme je vais dans les mosquées, je vais dans les églises, je vais dans les temples pour parler aux personnes. En fait, je suis en croisade contre le cancer. Autre signe que le retour est bon est très simple. Vous avez en Côte d'Ivoire, depuis le 5 octobre 2016, la première campagne en Afrique noire avec des femmes atteintes de cancer qui ont donné leur visage pour une campagne d'affichage dans la ville d'Abidjan. Levez la tête, voyez partout. Vous avez Mme Mariam Daougabala, qui a eu un cancer du sein. Elle a prêté son visage pour une campagne. Vous avez ici dans la foule Mme Elie Ariette Kokra, qui est là, qui a prêté son visage. Vous avez Mme Korotoum Soare, qui a prêté son visage. Vous avez une qui s'appelle Josette. Vous avez une qui s'appelle Mariam Diawara. Vous avez Agnès Crédit et vous avez ces panneaux. Le cancer, oui, mais la vie ne s'arrête pas. Grâce à la PAC. Agnès Crédit. Et moi, c'est ce message que je retiens. Le cancer, oui, mais la vie ne s'arrête pas. Merci beaucoup, Agnès Crédit. Personne ne sait d'où tu viens, ni comment tu prends possession des vies. Il faut que tu le saches. Moi, mes amis, je l'ai choisi. Mais puisque cette fois-ci, tu ne me laisses pas le choix, je vais essayer de te supporter. Mais dis-toi une fois pour toutes que nous n'allons pas cheminer ensemble. T'imposer à moi ne fait pas de toi un ami. C'est vrai que nous vivons côte à côte, mais nous ne vivons pas ensemble. Nuance. Tout comme vivre à côté d'eux n'est point vivre aux côtés d'eux. Nuance encore. Merci beaucoup Agnès Crédit pour ces paroles. Et c'est comme ça qu'elle s'adresse au cancer. Et je vais dire, pour avoir un... Et je vais dire merci à tous les cancérologues ivoiriens pour ce qu'ils font. Ils ne sont pas nombreux et ils se battent tous les jours pour soigner des femmes qui sont de plus en plus nombreuses à vivre avec le cancer. Mais le cancer, comme je le dis, ne tue pas. Merci beaucoup. Ça peut tuer, mais ça ne tue pas toujours. Merci Agnès Crédit qui a donc vaincu le cancer et qui continue de lutter avec, et nous le remarquons bien dans cette œuvre, elle donne des garants, hein, comme on le dit, au cancer. Et je crois qu'il ne s'approchera plus jamais d'elle, ni d'un membre de sa famille. Merci beaucoup. On aura encore plus d'informations sur le cancer avec un cancérologue qui n'est pas loin de nous, qui est dans les environs, qui est dans les parages. Je ne sais pas si l'image s'affiche. Et voilà, c'est un indice. Vous la verrez, son nom a peut-être été cité, peut-être pas. Après la pub, on aura l'occasion d'échanger avec elle. Merci beaucoup Agnès Crédit d'avoir répondu à nos questions. Et puis très bonne journée et bonne fête de la vie, j'ai envie de dire.